Donc c'est très important pour nous aussi d'avoir le prix de l'ingénierie du futur, parce que les jeunes ont quelque chose à nous dire. Alors on est sur un, comment dire, il y a plus de fraîcheur parce qu'on a des étudiants, on leur demande d'être imaginatifs, on leur demande de lancer des idées qui ne sont pas forcément un projet livré ou qui va être livré comme on l'a vu pour le village olympique. Donc il y a un peu un côté futuriste et si on arrivait à faire ça, voilà ce que ça pourrait donner. Et donc c'est tout l'intérêt de ce prix. Alors effectivement, après, comme les écoles sont très variées, on essaye chaque année de donner un thème, voilà, il y a un thème imposé pour rendre l'exercice plus excitant. Et donc, alors je ne sais pas si le thème s'affiche. Si, il va s'afficher. Il va s'afficher. Il va s'afficher. C'est étonnant. Il y a marqué 0 carbone dessus. Efficacité énergétique, cap sur la neutralité carbone. Ça donne quand même un spectre assez large de possibilités. Ouais. Mais voilà, entre Serge sera content, efficacité énergétique. Alors j'espère qu'il y aura le poids en carbone de chaque projet, non ? On va voir. On leur demandera. Et alors on a Ils l'ont sûrement calculé. Ouais. On a 2 prix. On a un prix du public et puis on a un prix avec un jury. Le prix du public est aussi le côté, le côté coup de cœur aussi, parce que, et c'est important dans notre métier, c'est de l'enthousiasme dans tous les niveaux. Faut vendre les projets aux clients et pour ça il faut être enthousiaste, il faut le rendre enthousiaste, il faut attirer les étudiants et donc il faut être enthousiaste et ensuite il faut motiver les salariés, je suis payé pour le savoir, il faut être enthousiaste et il faut motiver aussi les membres de Syntec Ingénierie et là il faut être encore plus enthousiaste. Donc c'est important de vérifier que cet enthousiasme est communicatif et c'est ça le but du prix du public. Mais avant de parler de ces prix, il faut peut-être qu'on parle des 6 projets, c'est ça ? Ah mais bien sûr, non seulement qu'on en parle. Je laisse faire. Hein. Bien sûr. L'année prochaine, je fais l'animation si vous voulez. Ah mais vous êtes excellent, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire sur scène. Si, je vais quand même appeler tous ces étudiants que vous n'avez pas vus tout à l'heure et vous verrez que ce que vous qualifiez de fraîcheur, d'enthousiasme et même de passion est extrêmement réjouissant, puisque effectivement mon propos liminaire était peut-être un tout petit peu anxiogène. Donc je vous demande, d'abord, vous connaissez le principe, hein, puisqu'ils vont venir pitcher, comme on dit en bon français, leur projet sur cette scène. Vous connaissez le principe. Je vous demande d'accueillir les 3 premières équipes, 3 excellentes équipes, celles de Carbon Capt, du Vent, point d'exclamation, et de Hotéol. Sous vos applaudissements, bien sûr. Venez sur scène. Évidemment, vous êtes un petit peu tendu à ce stade, hein, mais ça va aller beaucoup mieux dans quelques minutes. On commence par vous deux, Carbon Capt. Carbon Capt, on se doute un petit peu qu'il s'agit d'une captation de carbone, mais je suis sûr que vous allez nous en dire beaucoup plus et de façon beaucoup plus intelligente. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc Léa et Raphaël, 2 membres de l'équipe Carbon Capt, qui est donc une équipe de 6 ingénieurs de l'école Subiotech Paris, donc des ingénieurs en biotechnologie, avec un projet qui est de trouver un procédé de fabrication de briques de construction sobre en énergie et en matériaux, et qui a le pouvoir de capter le CO2. Donc, pour faire un petit peu de contexte, les rapports du GIEC sont de plus en plus clairs là-dessus. Nous allons tout droit vers une catastrophe climatique, avec des trajectoires à plus 4 à plus 6 degrés d'ici à 2100. Cependant, conformément aux accords de Paris, nous nous sommes engagés à maintenir des températures globales largement inférieures aux plus 2 degrés d'ici à 2100. De plus, l'industrie du béton représente à l'heure actuelle 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ce chiffre si important, il est dû au procédé de fabrication très énergivore et émissif de ce béton et notamment de ses composés, dû aux grandes chaleurs à haute température qu'il implique. Finalement, les meilleurs scénarios en termes d'émissions de CO2 impliquent la nécessité de l'utilisation de ce qu'on appelle des puits de carbone afin d'atténuer le réchauffement climatique. Et donc, au cours de ce procédé, la première étape, c'est de récupérer du béton recyclé qu'on va, dans un premier temps, enrichir en CO2 grâce à une technique qui s'appelle la carbonatation accélérée, qui va permettre de séquestrer le CO2 dans la pierre sous forme minérale de manière durable. Dans un second temps, ces agrégats seront formés sous forme de briques grâce à un procédé bio-inspiré des coraux qui sont en effet capables de produire la matière minérale solide qu'on leur connaît à température ambiante sous l'eau, ce qui est un vrai challenge innovant. Et pour ça, ils utilisent des bactéries qui sont capables de produire un biofilm minéral qui va nous servir de biociment pour agréger nos morceaux de béton recyclés sous forme d'une brique solide et robuste, aussi solide et robuste que celle qu'on connaît sur le marché, sauf que le procédé de fabrication, lui, est bien plus sobre en énergie
et en matériaux. Et c'est même un puits de carbone puisqu'il est capable de séquestrer du CO2, comme je l'ai dit, de manière durable. Merci de votre attention. Merci. Moi, je ne suis pas aussi bon que tous ceux qui sont dans la salle. Donc ça tient sur les coraux, essentiellement, c'est ça? Ça tient essentiellement sur les coraux pour absorber le carbone, où j'ai vraiment absolument rien compris et je me ridiculise là, devant tout le monde. Pas exactement ça. Pas exactement, mais comme c'est allé très très vite, hein, c'est pour ça que je me permets de marquer une toute petite pause. Hein. La première partie, c'est la partie de captation, avec une technique de carbonatation accélérée. Pour développer brièvement, la carbonatation, c'est une réaction naturelle entre les minéraux et le CO2 de l'air, qui est présente dans tous les bétons. Sauf que nous, on va mettre ce béton, donc ces granulats, dans des conditions particulières et optimales pour accélérer cette réaction dans le but d'améliorer la quantité de CO2 captée en un minimum de temps. Et la partie coraux, c'est du coup la partie à température ambiante, donc faire des briques de construction à température ambiante, là où normalement on utilise 5 jours de chauffage à 900 degrés. Bon, vous avez tout compris, et Pierre Verza est en train d'approuver. Merci infiniment à tous les deux. On passe à un projet qui s'appelle Du Vent, mais qui n'en est pas un pour le coup, c'est quasiment ironique, et je vous laisse le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça, c'est un peu ironique, mais c'est ce qu'on a voulu jouer avec ce nom-là. Je m'appelle Louis Gasquez et voici Adrien Messiou. Nous sommes tous les deux étudiants en génie urbain en 3e année à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour faire un peu de contexte aussi, en 2050, 70% des bâtiments qui existeront alors sont déjà construits. De plus, on sait que le secteur du bâtiment tertiaire résidentiel, ça représente environ 49% de la consommation finale énergétique. Donc le constat que Louis et moi on a fait, c'est que le plus intéressant, c'est de décarboner l'existant et à grande échelle. Pour cela, on a fait notre projet Du Vent, qui est sur l'implémentation d'une ventilation naturelle sur des bâtiments qui ont déjà une ventilation mécanique contrôlée, et d'utiliser la ventilation naturelle et la ventilation mécanique contrôlée en tandem. Il y aurait plusieurs avantages à ça. D'abord, la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, consommerait moins parce qu'elle serait moins utilisée. Ensuite, il y aurait moins de nuisances sonores liées à son exploitation et elle pourrait durer plus longtemps comme elle serait aussi moins utilisée. En prime, si elle tombe en panne, la ventilation naturelle fonctionnerait toujours en appoint. Pour implémenter cette ventilation naturelle, nous avons imaginé un système de caissons qu'on appliquerait sur les façades nues des bâtiments, avec les entrées d'air dans les appartements, les entrées d'air neufs, et les sorties d'air viciées par le haut du caisson, comme sur une cheminée, comme sur l'image. Implémenter notre projet sur un bâtiment, c'est diminuer de 30% les émissions, la demande énergétique pour faire fonctionner la climatisation et la ventilation du bâtiment. Donc, vous avez demandé tout à l'heure de parler du taux de carbone de projet. Sur un bâtiment type, on va dire un R+5, le caisson, c'est 1 tonne de CO2 équivalent. C'est récupéré en 7 ans d'utilisation. Sachant que le caisson est bien là pour beaucoup plus longtemps que ces 7 années-là. Donc au bout de 7 ans, ça devient complètement rentable. Nous avons basé notre projet sur le low-tech et sur la sobriété, puisque nous sommes persuadés que la sobriété, c'est la clé pour répondre aux enjeux des dizaines d'années à venir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les deux. Ça a l'air très simple. On aurait presque imaginé les anciens faire ce genre de caisson. Ça s'adapte à tous les bâtiments possibles, maisons, immeubles. Ça s'adapte aux bâtiments, on l'a dit tout à l'heure pendant la présentation plus complète, ça s'adapte aux bâtiments qui ont une VMC et une façade à nu. Des bâtiments avec des façades à nu, il y en a énormément dans Paris, on en a cherché, on en a trouvé beaucoup. Donc il y en a partout. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Othéol, hein, on reste dans le vent, je vous laisse présenter ce projet. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tom et avec Louis et Mathilde, qui n'est malheureusement pas là ce soir, nous sommes 3 élèves des ponts qui avons dimensionné et fabriqué un premier prototype d'éolienne chauffante. Alors une éolienne chauffante, qu'est-ce que c'est ? C'est une éolienne qui est capable de convertir l'énergie mécanique en énergie thermique sans passer par une conversion électrique. Donc comment ça marche ? C'est une technologie très simple. En fait, l'éolienne va entraîner en rotation un mélangeur qui se trouve dans une cuve hermétique remplie d'eau. Et par tourbillon, donc les tourbillons qui sont créés par ce mélangeur vont frotter énormément dans cette cuve et dissiper énormément de chaleur. Et ainsi, on va pouvoir faire chauffer l'eau de la cuve. Je vais laisser Louis vous présenter les expériences qu'on a pu faire. Effectivement, alors en premier abord, ça paraît un peu magique, un peu exceptionnel, mais en fait ça marche vraiment. Et donc nous, la preuve de concept qu'on a réalisée, on a réussi à obtenir donc, pour notre prototype une élévation de température de 1 degré par 10 minutes,
ce qui nous encourage à continuer dans ce projet. Et donc les points forts de ce projet, comparés déjà à l'éolien qui est aujourd'hui présent, c'est notamment le stockage. Pour combler le problème d'intermittence d'éolien et de l'électricité qui est difficile à stocker, ici on peut directement récupérer l'énergie du vent et la stocker sous forme de chaleur, ce qui peut donc permettre de combler, de pallier l'intermittence de cette énergie. Et de la même manière, ce projet se base sur la sobriété et la low-tech. Comparé de la même manière à l'éolien électrique, il y a très peu de matériaux, des matériaux très simples, réutilisables, et donc qui font que ce projet est très sobre et facilement implantable. Merci beaucoup à tous les deux. Efficacité à nouveau, hein, je crois que c'est le maître mot. Je vous laisse regagner vos places pour que les 3 projets suivants puissent monter. Juste peut-être un petit mot, Pierre, parce que moi je suis assez ébloui par le fait que ça a l'air des choses très simples, très efficaces, presque du bon sens. Oui, c'est presque du bon sens, c'est simple. Merci à ceux qui ont calculé l'impact carbone de leur caisson. Ça va dans le bon sens. Je crois qu'il y a eu beaucoup de références à la sobriété, le réemploi des matériaux, et je pense que c'est aussi un levier important. Il faudra qu'on y revienne sur le côté économie circulaire, qui a certainement un impact très fort. Et très important dans la jeune génération, on le sait. Les 3 projets suivants que je vous demande d'applaudir chaleureusement aussi, Interface Biodéchets, Oléotech et Equidrop. N'oubliez pas les petits micros. Voilà, vous êtes aussi en binôme et je vous laisse débuter avec Interface Biodéchets. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes 5 étudiants des mines de Paris, issus d'une formation spécialisée dans l'énergie, nommée ISUPFER. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes que 4 parce qu'un collègue est absent. Pour présenter notre projet, Interface Biodéchets, nous ferons appel à votre imaginaire. Effectivement, je vais vous demander d'imaginer 3 villages assez proches. Actuellement, ces 3 villages envoient leurs déchets dans un centre d'enfouissement à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ces mêmes centres d'enfouissement qui polluent nos sols et relâchent des gaz à effet de serre. Notre projet, Interface Biodéchets, va permettre d'identifier sur son territoire les gisements de biodéchets, que ce soit des déchets de table des ménages et de la cantine scolaire du premier village ou les pertes de l'agriculteur du second village. Nous allons ainsi permettre de rentrer en relation pour mieux diriger ces flux, par exemple vers l'unité de méthanisation de l'usine agroalimentaire du 3e village. Cette unité va alors pouvoir se développer et le surplus de production, dans une logique de circuit court, pourra retourner aux producteurs de biodéchets. Le gaz chauffera les plats à la cantine scolaire, tandis que la terre retournera à la terre de l'agriculteur. C'est en tant qu'ingénieur en énergie que nous avons fait le choix de ne pas faire de pari technologique, mais bien de contribuer au développement de solutions existantes afin de répondre à l'urgence des défis de demain. Merci de votre attention. Merci à tous les deux. Ça peut être mis en œuvre très rapidement, ça, hein, si je vous entends bien. Oui, justement, c'est un peu... Si, il fonctionne. Oui, ouais. C'est un peu le concept qu'on a voulu apporter. C'est vraiment juste un aspect logiciel et s'appuyer en fait sur toute la synergie. En fait, développer plus la synergie du secteur qui est déjà existant et permettre de plus facilement traiter nos biodéchets qui vont bientôt être obligatoirement traités par les collectivités qui sont des nouveaux acteurs arrivants. Pareil, simple, limpide. Merci beaucoup. Oléotech, à présent. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, le projet Oléotech, c'est 6 étudiants ingénieurs en biotechnologie à l'école Subiotech qui sont partis d'un constat. Si vous allez au supermarché et que vous prenez au hasard un produit emballé, il y a une chance sur 2 pour qu'il contienne de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est un produit omniprésent dans nos manières de consommer. Les industriels raffolent de son bas prix et de ses propriétés intéressantes. Mais l'huile de palme, c'est aussi un désastre écologique. Ce sont des hectares de forêts primaires décimées en Asie, des espèces en voie d'extinction, des injustices sociales. Et les alternatives actuelles déplacent le problème plus qu'elles ne le solutionnent. Donc ce que propose Oléotech, c'est de se baser sur la fermentation de levures oléagineuses, un peu sur le même principe que la bière, en revalorisant des déchets organiques comme source de nutriments, pour produire une huile avec les mêmes propriétés que l'huile de palme, qui soit en plus éco-responsable, locale et éthique. Merci beaucoup. Oxane,
Un petit mot complémentaire d'Oxane. L'huile de palme, pourtant, on a l'impression qu'elle commence à disparaître. Enfin, en tout cas, c'est ce qui devrait être le cas. Ça n'est pas tout à fait le cas, c'est ça ? Alors, dans un premier temps, c'est un petit peu une impression. Et dans un second temps, avec le contexte actuel, on a vraiment un retour des industriels vers l'huile de palme, même s'ils cherchaient des solutions, notamment, par exemple, le tournesol. La crise, comme par exemple la guerre en Ukraine, fait que les industriels sont obligés de se tourner à nouveau vers l'huile de palme. Voilà, et vous, votre projet permet précisément de s'en passer. Donc bravo, bravo à tous les deux. Dernier projet, Equidrop, à présent. On voit que vous avez un joli symbole accroché, boutonné sur vos chemises. J'ai juste un commentaire là. C'est toujours les garçons qui parlent et les filles qui écoutent ou Alors, non, les garçons parlent, les filles parlent, et il y a une quasi-parité qui n'était pas évidente au tout début de cette remise de prix. Donc merci infiniment à toutes celles qui sont montées aussi. Equidrop. Merci. Alors bonjour à tous. Nous sommes actuellement dans un contexte où le nombre de data centers ne fait qu'augmenter chaque année et où les sécheresses sont de plus en plus présentes dans notre société. Pour remédier à ça, Equidrop propose une substitution au système de refroidissement actuel des data centers et propose d'utiliser leur chaleur pour produire de l'eau douce à partir d'eau de mer. Les gains de notre solution sont multiples puisqu'ils permettent une réduction des consommations électriques des data centers qui va s'accompagner d'une réduction en consommation de fluides frigorigènes et une production d'eau douce. C'est une solution qui est à destination principalement des data centers proches des littoraux et pour l'usage de l'eau, principalement à destination des agriculteurs et des collectivités locales qui se situent à proximité des data centers. Chez Equidrop, nous sommes exploitants notre solution, c'est-à-dire que nous prenons en charge les frais liés à l'investissement et les coûts d'exploitation et nous arrivons à rentabiliser notre solution avec le refroidissement des data centers et la vente d'eau douce. Merci pour votre attention. Merci. Justine, un petit mot, c'est intéressant parce que alors, pour le coup, les data centers, on en parle beaucoup, très consommateurs en énergie. Pour l'instant, on ne sait pas très bien qu'en tirer de bon. Et vous, pareil, on a l'impression que c'est une solution toute simple. Oui, ça paraît simple, mais il y a déjà des data centers qui exploitent leur chaleur fatale pour le chauffage urbain, par exemple, mais cette solution n'a pas encore été présentée ou choisie. Donc c'est une solution d'avenir. Merci infiniment à tous les 6. Je vous laisse regagner vos sièges. Vos cœurs, évidemment, se mettent à battre la chamade. Et c'est vous, Pierre, qui allez avoir... Oui, on va commencer, mais je vais rebondir sur les trois présentations. Je trouve que c'est assez professionnel. Il y a même on a l'impression que la boîte est déjà fondée. Nous, on est propriétaires, on va vous vendre l'eau, etc. Je me suis permis d'intervenir, c'est à cause du badge que j'ai ici. On a signé il y a quelques années, il y a 2 ans, une charte pour la diversité avec l'engagement formel de promouvoir l'égalité des chances hommes-femmes dans les entreprises. Et j'étais un peu surpris de voir, et c'est pas la première année, malheureusement, que les équipes sont plus ou moins mixtes. Alors, on fait avec ce qu'on peut, puisqu'il n'y a même pas 30% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Mais c'est souvent, en fait, finalement, le porte-parole du groupe, c'est souvent un garçon, voire toujours un garçon. Donc je me demandais, mais pourquoi est-ce que les filles ne prennent jamais la parole? Donc je me permets de les challenger. Alors, on ne va pas faire un prix spécial pour les filles, ça serait idiot. Mais peut-être que l'année prochaine, il faudrait qu'il y ait plus de filles qui prennent la parole pour montrer qu'elles sont capables d'être, elles aussi, les managers de demain. Et ça commence dès l'école d'ingénieurs, si je puis me permettre. Vous êtes d'accord avec ça? Vous y engagez? Bon, évidemment. Merci. Évidemment. L'an prochain, ce sera complètement différent. Alors, cela étant, moi j'avais le job le plus facile. Il n'y a pas de jury, il n'a rien à expliquer. Il est juste là pour défendre le public. Parce qu'on demande l'avis du public sur le premier prix. C'est le côté un peu coup de cœur. Quel est le projet qui touche les gens? Donc il y a eu 4000 réponses qui ont 4000 répondants sur le sondage sur les 6 projets présentés. Et le gagnant a recueilli 1200 voix, donc c'est un très beau succès. Alors je vais faire une révélation qui va quand même créer du suspense parce que l'équipe gagnant vient de Subbiotech, qui maintient encore un suspense. Vous ne regardez pas. Et donc le gagnant haut la main pour le prix du public est donc le projet Oléotech. Oléotech qui remonte sur scène. Et vous remontez tous, bien entendu. Alors, et là, il y a une fille qui va dire pourquoi elle est contente d'avoir gagné le prix, c'est ça? Oui, vous allez tous parler. Vous l'aviez peut-être un peu anticipé, non? Parce que vous êtes venus en force, là. Vous êtes venus à 6. Je pense que vous êtes la plus grosse équipe. Vous doutiez que vous alliez gagner ou pas?
C'est vrai que pour ce prix, on a vraiment travaillé sur tout un projet de communication autour de notre projet. Et donc, voilà, on espérait que ça paye. Ça a apporté ses fruits. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tiens, Oksane, à nouveau peut-être. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce prix? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire en ressortant de cette salle tout à l'heure pour d'abord boire une coupe de champagne et puis ensuite rentrer fêter ça? Je pense que ça va nous apporter beaucoup déjà de visibilité et ça nous encourage énormément à continuer et à vraiment lancer ce projet, non pas comme un projet étudiant, mais peut-être comme un vrai projet professionnel à long terme et si possible, trouver des gens, des partenaires qui pourraient nous aider à porter ça plus loin. Bon, Pierre, bravo, évidemment. Pierre Verza disait, on a l'impression que les boîtes sont déjà créées. Vous êtes prêts à créer une boîte demain ou bientôt? Je sais pas qui veut répondre. Pense sérieusement. Ouais. Vous avez déposé un brevet, il y a quelque chose à faire ou c'est... Alors, pour l'instant, pas encore. On est en train justement d'y réfléchir et de considérer l'option. Donc, c'est quelque chose qu'on pense faire dans les années ou les mois à venir. Eh ben super, on va suivre ça alors. Bon, un petit mot des deux qui n'ont pas parlé quand même. Sur la fierté que vous ressentez. Je tenais à remercier l'équipe de Subiotech, surtout l'équipe de communication, parce qu'elle nous a permis, Madame Brajou, de faire des vidéos pour la communication. Et donc, pour donner une ampleur encore plus grande à notre projet. Donc merci beaucoup. Aussi au service de SBIP qui nous ont procuré tous les outils pour réussir. Merci. Bon, c'est intéressant, dans une société numérique aujourd'hui, communiquer, c'est aussi une part importante des choses. Il n'y a pas que l'ingénierie et la science, il faut aussi faire savoir. Un dernier petit mot. Du coup, on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont décidé de voter pour notre projet, qui nous ont soutenus et qui croient en notre projet, que ce soit les personnes de notre école, donc nos camarades, les personnes de notre réseau ou les membres de notre famille. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas les adresses des gagnants parce que sinon vous aviez déjà 1200 souscripteurs pour votre crowdfunding, mais on peut essayer de voir ce qu'on fait. Oh, ils reviendront vers vous. Hein. Pierre, je vous laisse remettre à la fois Il y a quand même un chèque, hein. Ce beau chèque et puis le prix. Oh, commençons par le prix, non? Oui. Le prix, je sens que vous allez aller vers ces demoiselles. Là, après ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus le choix, hein, de toute façon. Le chèque, je ne donne pas à un garçon. Non, sinon il va s'évaporer. Non. Bravo à tous. Faites la photo traditionnelle. Je vous demande d'avancer un petit peu sur le devant de la scène. Et ça vous servira précisément pour la suite de votre communication. Hein. J'imagine que vous allez immédiatement poster cette belle photo. Voilà. Merci infiniment et je vous laisse regagner votre place. Restez avec moi, Pierre. Vous l'avez dit, le prix du public. 75% de filles à Subiotech. Dès qu'on a un sujet un peu important et bio, soudain, il y a plus de filles. Et ben faut voilà. réfléchir sur le recrutement. Eh bien, absolument. On réfléchit au de ces remises de prix. Il y a évidemment également un prix du jury, vous l'avez dit, Pierre. Et pour le remettre, je demande à la présidente du jury, Amélia Tiscornia, de nous rejoindre sur scène. Il va marcher, je vous assure. Bonjour à tous. Voilà, vous allez bien, Amélia? Bien, et vous? Mais très bien, oui, il faut garder le micro, hein, sinon c'était Oléothèque, déjà un très beau projet. J'imagine que quand vous avez délibéré... Les 6 projets sont magnifiques. Voilà, magnifiques. Et effectivement, Oléothèque, on en a débattu aussi. Mais ce n'est pas encore l'heure d'annoncer le... Mais certainement pas. On va d'abord parler du jury, bien sûr, et je vous laisse introduire tout ça. Eh bien, j'ai vraiment eu le grand honneur de présider un jury composé de différentes personnes, professionnels, représentants d'écoles et représentants du ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires. Bravo. Et donc, notre équipe, c'était donc Cyril Carabaud,
du syndicat des énergies renouvelables, Marie-Claire Chaffin de l'ESTP, Annie Decagny de l'Estaca, Rémi Lecomte du groupe GEN, Bertrand Martin-Monnier d'ERAS, Arnaud Pazziti du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et Maureen Vagneron Steps, et donc moi-même. Et nous avons passé une excellente matinée, donc vraiment merci aux 6 équipes, parce que c'était rafraîchissant. Vous avez utilisé ce mot-là, mais c'est vraiment le beau mot. Des projets fantastiques, ambitieux, responsables. Et au-delà de l'efficacité énergétique, vous avez proposé des solutions sur les enjeux d'avenir, donc un peu en vrac, mais vous avez parlé de recyclage, de valorisation, d'efficacité et d'indépendance énergétique, de souveraineté. Vous avez choisi des secteurs divers comme l'alimentation, le bâtiment, l'énergie, l'eau et les déchets. Et donc, voilà, la relève est assurée, j'ai envie de dire. Oui, on sent d'ailleurs que ça vous a plu et que ça vous a même mise en joie, effectivement. Effectivement. Alors, sans plus attendre... Évidemment, roulement de tambour. Le prix du jury pour l'ingénierie du futur est attribué à Carbon Capt. Carbon Capt. Et toute l'équipe remonte sur scène. Juste avant de vous entendre, ils sont tous très fair-play. Hein. Et vous le disiez tout à l'heure, tous les projets étaient excellents et avaient du sens. Alors, bon, on commence par vous, évidemment. Vous êtes heureux, j'imagine, collectivement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Question idiote. Donc oui, bien sûr, c'est un travail de plusieurs années qui porte ses fruits aujourd'hui. Nous sommes donc tous ravis d'avoir obtenu ce prix. Donc tout naturellement, on pense également à remercier toutes les personnes sans qui ça n'aurait pas été possible. Donc je pense bien évidemment à nos collaborateurs à l'école, que ce soit l'équipe SBIP, comme il était mentionné avant, ou encore l'équipe de communication ou la direction, qui nous permet justement de développer ce projet lors de semaines qui sont initiées et qui sont justement faites pour préparer ces projets SBIP au sein et au cadre de notre formation à Subbiotech. Et donc, je vais aussi laisser la parole à mon équipe. Voilà. Bien sûr, et je remarque que vous parlez tous très vite. Hein. Vous pouvez ralentir pour exprimer votre joie, parce que moi, j'ai toujours un petit peu de mal à suivre. D'où les coraux de tout à l'heure, qui étaient un raccourci, effectivement. Alors du coup, en vrai, je ne sais pas trop quoi dire, à part le fait qu'on soit hyper heureux, parce qu'on avait un peu peur aussi de faire ce concours. C'est notre premier concours. On a beaucoup travaillé et on a beaucoup... répéter pour être à la hauteur, et ça a payé le prix. Du coup, en vrai, merci. Bon, en vrai, bravo, hein, franchement. Bravo. Du coup, je ne sais pas vraiment quoi dire non plus, parce que c'est vrai qu'on est très surpris de gagner. Comme l'a dit Elisa, du coup, on s'est beaucoup préparé au concours, et c'est vrai qu'on l'a fait très rapidement. Donc voilà, merci beaucoup encore de nous avoir donné ce prix. Merci, c'est comme dans les remises des Césars. Hein. Tout le monde est surpris, donc c'est très beau. Moi, c'est un peu pareil. Je suis très contente qu'on ait gagné ce prix avec notre équipe, sachant que ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille dessus. Et c'était aussi une très belle expérience de faire partie de ce concours et de voir plein de projets innovants qui sont très intéressants. Et on s'y attendait complètement pas, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Et le mot de la fin, peut-être d'ailleurs pour saluer les autres concurrents, parce qu'il y a quand même eu de très beaux projets, effectivement. C'est ce que j'allais faire. J'allais remercier du coup toutes les autres équipes qui ont participé. C'était vraiment des très beaux projets, beaucoup de sobriété. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'avenir climatique qui s'est reflétée dans tous les projets, donc je voulais vous féliciter pour ça. Et je voulais remercier bien sûr les organisateurs de ce concours, nos référents comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Et je voulais aussi remercier la membre de notre équipe qui n'est pas là, Juliette Visconti, qui a notamment participé au PowerPoint que vous avez vu pendant les auditions. Et donc voilà, encore merci pour ce prix qui va nous permettre de pouvoir, j'espère, pousser ce projet le plus loin possible. Merci. Bravo à tous les 6, donc, effectivement. Et je vous laisse, Amélia, du coup, remettre peut-être d'abord le prix. L'argent vient après, même s'il est très important.
Bravo à vous. Vous avez quand même traité un ensemble de problématiques assez impressionnants, hein, entre la captation du carbone, le recyclage, la frugalité énergétique, si on peut appeler ça comme ça. Et je vous souhaite beaucoup de succès à vous tous et que votre projet aille le plus loin possible. Et vous allez remettre le chèque aussi. Et donc, le chèque qui va avec le prix. Félicitations. Bravo. Et ça fait plaisir à Pierre Verza, puisqu'il y a 4 jeunes femmes sur scène, sur 5, donc c'est très bien. Vous allez vous approcher du devant de la scène, vous connaissez le principe par cœur maintenant pour la traditionnelle photo de famille. Bravo. Et on vous laisse regagner vos places. Merci infiniment et bravo pour ces projets qui, on l'espère tous, verront le jour d'une façon extrêmement concrète. Un petit mot de conclusion peut-être sur, sur ces prix, Pierre. Je trouve que cette année, on aurait envie de souscrire des actions, toutes les boîtes qui vont créer avec ces idées, parce qu'on sent que ça répond à des vraies demandes. Ce n'est pas juste un exercice de style, c'est très pensé, c'est déjà très professionnel. Je ne sais pas si vous l'aviez pensé comme ça, mais c'est la perception qu'on en a, nous, en tant que chef d'entreprise. Donc je note aussi que Subbiotech a trusté tous les prix. Donc ça prouve que c'est une école dynamique qui a compris comment on pouvait se valoriser, c'est très bien. Et je redis, effectivement, c'est aussi une façon d'attirer pas mal de jeunes ingénieuses ou de jeunes ingénieureux. Et donc on en est ravis. Bon, cette efficacité, cette sobriété, cette maturité, hein, vous avez noté une maturité chez ces jeunes, vont nous amener très logiquement à la partie suivante, table ronde. Mais avant la table ronde, il y a justement ce en quoi vous croyez, vous, chez Syntec, et ce sur quoi vous vous engagez. Et ça, c'est assez important. Oui, on a voulu articuler la séance entre ces prix et justement terminer par le prix du futur. Disant finalement, Syntec Ingénierie, notre vocation en tant que syndicat professionnel, c'est de défendre la profession, bien sûr, hein, c'est de gérer même la convention collective Syntec, mais c'est surtout de promouvoir l'ingénierie et de porter haut le drapeau de l'ingénierie en France pour la valoriser, pour le succès de ces entreprises et pour le plaisir de ces salariés qui éprouvent tous de grandes satisfactions dans l'exercice de leur métier au sein de nos entreprises. Et donc on a voulu cette année réfléchir au sein de Syntec Ingénierie sur finalement quelles sont les nouvelles actions, quels sont les nouveaux engagements qu'on voulait prendre. Il y a quelques années, on avait signé une charte pour le climat, ensuite on a signé une charte pour la diversité, et on s'est rendu compte pendant la crise du Covid qu'on avait vraiment une parole qui pouvait être entendue sur le rôle de l'ingénierie à la sortie de crise, et maintenant on le sent bien à la réponse à la crise climatique qui nous attend. Et donc c'était important qu'on réfléchisse sur quelles étaient nos priorités. Mais pour bien réfléchir sur nos priorités, on a voulu réfléchir sur finalement qu'est-ce qui nous rassemble, quelle est notre raison d'être. Alors pas au sens de la raison d'être greenwashing que peuvent annoncer quelques grands groupes qui disent à la fin je suis là pour transporter les gens ou pour leur donner du yaourt. C'est plutôt une raison d'être. Quelle est la raison d'en être? Quelle est la raison qui fait qu'on fait partie du club ingénierie et qu'on a envie de promouvoir ces valeurs? Et donc on a rassemblé dans un seul film cette raison d'en être et également les priorités que l'on se donne et les actions phares qu'on a déjà lancées. Et ça devient en même temps un manifeste, un film institutionnel et aussi une meilleure façon de présenter l'ingénierie et son syndicat professionnel Syntec Ingénierie. Mais je crois qu'il faut vous laisser juste découvrir le film. On le découvre tout de suite, bien sûr. Innover au quotidien pour améliorer notre cadre de vie. Inventer le monde de demain, c'est la mission fondamentale de l'ingénierie. Porte-voix de la profession, Syntec Ingénierie fédère les entreprises de prestations intellectuelles, scientifiques et techniques au cœur des enjeux environnementaux, industriels et d'aménagement des territoires. Syntec Ingénierie agit auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques qui ont besoin d'une vision globale et d'un partenaire de confiance pour préparer l'avenir et conduire les projets. Syntec Ingénierie valorise l'innovation et les talents des hommes et des femmes de nos entreprises pour réussir collectivement les grandes transitions et permettre un développement économique durable. À l'heure où notre monde est traversé par de profonds bouleversements, nous nous engageons autour de 3 axes. Accélérer la réindustrialisation de la France
en mobilisant les ressources de l'ingénierie française. Éclairer les décideurs sur la faisabilité des recommandations sur le climat. Associer les jeunes générations à la conception des projets à impact sociétal. Nous nous engageons en faveur du climat avec la signature d'une charte élaborée avec les jeunes. Nous travaillons avec les instances nationales pour trouver des solutions aux enjeux clés du moment. Nous sommes le trait d'union entre les écoles d'ingénieurs et les entreprises. Nous agissons pour l'égalité femmes-hommes avec l'élaboration de la charte de l'ingénierie pour la mixité. Et nous continuerons de porter l'étendard de l'ingénierie et de ses entreprises qui apportent des solutions concrètes aux grands défis actuels et à venir. Voilà. Bravo. C'est très ambitieux, hein, tout ce que l'on voit pendant que la scène change de configuration. Même pas peur, non, on l'a fait ensemble, je sais pas, les membres du conseil d'administration sont là, c'était pensé, c'était réfléchi. J'espère que vous avez retenu les 3 axes forts sur lesquels on s'engage, hein, l'accélération de la réindustrialisation, éclairer, alors ça peut paraître pompeux, éclairer les pouvoirs publics, mais le métier de l'ingénierie, c'est d'être un tiers de confiance. On n'est pas du côté des bons ou des méchants, on est là pour aider les maîtres d'ouvrage à avoir la meilleure solution. Et donc aider notamment les décideurs à avoir les meilleures décisions climatiques, et on sent bien qu'il y a un arbitre. Enfin, ça va être un énorme jeu d'arbitrage entre justement la résilience, le carbone, je commence par quoi Ils tendent de plus en plus l'oreille, d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup d'écoutes. Alors, on a profité du Covid pour taper sur le tambour et se faire entendre, mais on a eu beaucoup d'écoutes. Et typiquement, suite à nos interventions auprès du ministère de l'Industrie, on a eu une place au Conseil national de l'hydrogène. Et je crois qu'on arrive à faire valoir une posture, un avis qui est neutre, parce que nous ne sommes pas là pour vendre ou des tuyaux ou des éoliennes ou des électrolyseurs. On est là pour dire, mais au fond, dans la chaîne totale de l'hydrogène, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est efficace économiquement et écologiquement. Et puis le troisième axe qui est quand même important, c'est aussi associer les jeunes, et ce n'est pas juste une simulation. Dans notre charte, je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là et qui d'ailleurs, nos jeunes actuellement, aucun n'était là au moment où on signait notre charte, il faudra peut-être qu'on reparle dessus, mais dans notre charte, il y a des engagements sur justement la façon dont on associe tous nos salariés à la performance et à la sustainabilité, à la durabilité de nos projets, avec le droit de les challenger. Alors, c'est clair, on n'a pas mis en place un droit de retrait en disant je refuse de travailler sur ce projet, mais on a dit vous avez le droit de secouer la direction en disant ce projet, je ne comprends pas pourquoi on le fait, je ne comprends pas pourquoi il est utile et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Sachant que nous-mêmes, nous faisons face à des clients qui n'ont pas forcément une très grande priorité, enfin ça s'améliore, mais certains de nos clients sont encore un petit peu en retrait. Et c'est assez amusant de revenir vers nos clients en disant vous savez, les jeunes chez moi, ils ne veulent pas bosser sur votre truc parce qu'ils ne trouvent pas pourquoi ils comprennent pas pourquoi c'est intéressant. Et ça marche. Et ça marche. Les salariés, et je peux en témoigner même dans ma propre entreprise, les salariés ont le courage de dire mais ce projet, cette ville, même cet endroit, pourquoi est-ce qu'on y travaille? Expliquez-nous de quelle façon ça contribue à la durabilité de la planète. Et ça nous met au pied de nos responsabilités et ça nous force à faire forcément des choix qui inspirent la politique de développement d'entreprise. Donc n'ayons pas peur. Et c'est pour ça qu'on dit, et que ça fait partie de nos priorités, associer les jeunes à ce challenge. Et les jeunes se sentent tous associés, on l'a bien vu tout à l'heure.